Soyez les bienvenus dans la leçon sur les suites de Fibonacci. Voilà un sommaire sur lequel on va discuter cette leçon. On va commencer par faire une introduction sur cette notion de suite de Fibonacci. Le deuxième point, c'est une définition des suites de Fibonacci. Le troisième point, quelques propriétés de cette suite de Fibonacci. Notamment, on va voir quel est le lien de cette suite de Fibonacci avec le nombre d'or qu'on va définir. Ensuite, je vais passer par une introduction. OK? Donc, ce qu'on va voir, c'est de définir un petit peu la croissance démographique. C'est de parler de ce problème qu'on va essayer de le présenter comme étant une suite de Fibonacci. L'an 0, un couple de lapins est né. L'an 1, le couple est déposé sur une île. Encore, le troisième point, l'an 2, le couple engendre un autre couple. L'an 3, le premier couple engendre encore un couple et le second grandit. OK? L'an 4, les deux couples engendrent à leur tour chacun un nouveau couple. Le couple de l'an 3 grandit. Et sixième point, les lapins sont immortels. OK? Donc maintenant, je vais essayer de dire que le problème qu'on vient de poser et de le présenter comme étant une croissance démographique, je vais parler de la définition d'une suite de Fibonacci. Rappelez-vous qu'on a déjà parlé de cette suite de Fibonacci. C'est une suite qui est une suite récurrente, définie à travers de la donnée de conditions initiales qui sont f0 égale à f1 égale à 1, et que fn plus 1 n'est rien d'autre que fn plus fn moins 1, c'est-à-dire chaque terme de la suite, et à partir de n supérieur ou égal à 2, c'est la somme des deux qui le précèdent. Généralement, en fait, cette suite, je peux dire qu'elle rentre dans le cadre des suites récurrentes d'ordre 1, et on a déjà donné des outils de résoudre les suites récurrentes homogènes à coefficient constant à l'aide de deux méthodes, la méthode dite méthode caractéristique ou bien la méthode qui utilise des séries génératrices. Là, c'est un autre aspect qu'on va développer, c'est de voir un petit peu le lien des suites de Fibonacci avec d'autres théories qu'on va voir. Donc, les suites de Fibonacci, je rappelle sa définition, on appelle suite de Fibonacci une suite qui est donnée par le terme fn, défini par f de 0 égale à 0, f1 égale à 1, et f de n plus 2 est égal à fn plus fn plus 1, pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, chaque terme est la somme des deux qui le précèdent directement. OK? Ensuite, fn est le couple, donc on va désigner par fn est le nombre de couples de lapins présents sur l'île dans l'année n, après la naissance. Donc, rappelez-vous qu'on a parlé de la croissance démographique en 6 étapes, et on a dit que les lapins sont immortels, et on va désigner par fn comme étant le nombre de couples de lapins présents sur l'île dans l'année n. Pour l'année n, je désigne fn, c'est le nombre de couples présents sur l'île après les naissances. OK? Donc, l'année supérieure ou égale à n plus 2, il y a tous les lapins de l'année précédente qui est noté par fn plus 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les bébés engendrés par les adultes qui sont vieux de moins de 2 ans. C'est les fn. Donc, l'année supérieure à n plus 2, j'ai les lapins de l'année précédente qui sont fn plus 1. Ensuite, les bébés engendrés par les adultes qui sont vieux de moins de 2 ans, fn. Donc, je peux écrire fn plus 2 est égal à fn plus 1 plus fn. Ceux de l'année de n plus 1 et ceux qui sont vieux de moins de 2 ans. Donc, c'est fn. Je viens de représenter mon problème de départ, qui est la croissance démographique des lapins, sous forme de suite de Fibonacci.
Maintenant, on va voir quelques propriétés de suite de Fibonacci. Donc, à savoir, première propriété, le lien des suites de Fibonacci avec le nombre d'or psi qui est 1 plus la racine de 5 sur 2, que je peux l'approcher par la valeur approximative 1,618. Le lien entre Fn et ce nombre d'or, et il s'agit de l'égalité qui est présentée ici, c'est-à-dire que le nombre d'or à la puissance n est égal au nombre d'or qui est multiplié par Fn plus Fn moins 1. Et ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça, c'est une chose. Autre chose qu'on peut démontrer, c'est que le nombre premier entre eux, c'est-à-dire que les nombres premiers entre eux, Fn que multiplier Fn plus 2 moins Fn plus 1 au carré, n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance n. C'est-à-dire je peux dégager une relation qui n'est pas linéaire entre Fn et Fn plus 1 et Fn plus 2, qui s'écrit et donnée par cette égalité. Rappelons que Fn, que multiplier Fn plus 2, moins Fn plus 1 au carré, égale à moins 1 à la puissance n. Et nombreuses formules de récurrence qu'on peut dégager à travers la donnée d'une suite de Fibonacci. Donc, je reviens à mon problème de départ qui est d'essayer de modéliser, en fait, la croissance démographique. Les nombres de Fibonacci, on a dit, ce sont les Fn, c'est-à-dire nos nombres ont une croissance proportionnelle au nombre d'ordre. C'est-à-dire quoi? Je vois que les nombres de Fibonacci ont une croissance proportionnelle au nombre d'or, dû au fait que l'égalité que j'ai présentée en fonction de psi, qui est le nombre d'or, la proposition 1, je vais essayer de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire pour n assez grand, le rapport Fn plus 1 divisé par Fn n'est rien d'autre que le nombre d'or psi. C'est-à-dire que pour n assez grand, Fn plus 1 n'est rien d'autre que psi fois Fn. D'où le fait de dire que j'ai une croissance proportionnelle. C'est-à-dire, en passant de Fn à Fn plus 1, il suffit que je multiplie Fn par psi, où psi n'est rien d'autre que le nombre d'or. C'est ça ce que veut dire que le nombre de Fibonacci ont une croissance proportionnelle au nombre d'or. Pour n assez grand, c'est-à-dire pour n assez grand, j'ai le rapport Fn plus 1 sur Fn n'est rien d'autre que le nombre d'or psi. Donc, comment on va démontrer cette croissance proportionnelle pour n assez grand? Je vais utiliser une variable auxiliaire Rn. Rn n'est rien d'autre que le rapport entre Fn plus 1 et Fn, le terme de la suite de Fibonacci au rang n plus 1, divisé par celui du rang n. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que est égal à 1 plus 1 sur Rn moins 1. Ça vient du fait que je peux remplacer Fn plus 1 par la formule de récurrence qui me dit que Fn plus 1 n'est rien d'autre que Fn plus Fn moins, n'est rien d'autre que Fn plus Fn moins 1. Donc, je peux dire, je remplace Fn plus 1 par Fn plus Fn moins 1. J'aurai Fn qui divise Fn, c'est 1, plus Fn moins 1 divisé par Fn, qui n'est rien d'autre que 1 sur Rn moins 1. Et je vais rappeler une propriété du coup de l'analyse qui me dit que si je prends la fonction x a pour image 1 plus 1 sur x, alors cette fonction qui à chaque x, on lui associe 1 plus 1 sur x, préserve l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire quoi? Si je prends une variable comprise entre 1 et 2, alors l'image par f, c'est-à-dire son image, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x, reste entre 1 et 2. OK? Et de plus, c'est une fonction contractante. Rappel d'une fonction contractante. Une fonction contractante, c'est seulement si il existe une constante k inférieure strictement à 1 et supérieure à 0, telle que pour tout xy donné, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure strictement à k fois la valeur absolue de x moins y. Donc je vais dire ça, en fait, écrire ça ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
f est une fonction contractante, si seulement si, j'ai quoi? Donc, si seulement si, il existe un cas strictement positif et inférieur strictement à 1, tel que pour tout xy donné appartenant au domaine de la fonction f, j'ai la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure strictement ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. C'est ça la définition d'une fonction contractante. Pour tout xy du domaine de la fonction, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à une constante qui est entre 0 et strictement inférieure à 1 fois la valeur absolue de x moins y. Donc je peux dire que ma fonction, elle préserve l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire en tout élément appartenant à 1, 2, son image directe par f reste compris entre 1 et 2. Et le fait que je peux vérifier que ma fonction est contractante. OK? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vais essayer de faire une démonstration. La suite de Fibonacci définie par fn plus 2 égale à fn plus 1 pour tout n supérieur strictement à 1, ou égal à 1 d'ailleurs. Donc, ce qui se traduit par fn plus 2, donc je peux faire passer cette quantité-là vers la partie gauche, j'aurai fn plus 2 moins fn plus 1 moins fn égale à 0. Donc, en partant de cette égalité, je me retrouve avec l'égalité fn plus 2 moins fn plus 1 moins fn égale à 0, et ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver fn en fonction de n en utilisant l'équation caractéristique, rappelez-vous. Donc, l'équation caractéristique, je peux le faire autrement, en posant fn, une nouvelle variable s à la puissance n. Donc, je pose fn, c'est s à la puissance n. Et je vais remplacer fn plus 1 dans mon équation que je viens de présenter. Fn plus 1, fn plus 2 par sa valeur, fn plus 1 par sa valeur et fn par sa valeur. Nous obtenons l'équation du second ordre ci-dessous. C'est-à-dire, à la place de fn plus 1, c'est s à la puissance n plus 2, moins fn plus 1, donc moins s à la puissance n, moins fn, donc moins sn, et je vais faire Sn en facteur, j'aurai Sn que multiplier S au carré moins S moins 1 égale à 0. Comme S est non nul, ça veut dire qu'il faut que mon équation S au carré moins S moins 1 soit nulle. Et donc, à partir de là, je vais dégager les racines de cette équation de second ordre qui est S au carré moins S moins 1 égale à 0. Donc, cette équation, je peux trouver que les racines sont 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. J'ai deux racines puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré 2. Donc, j'ai au plus deux racines réelles. Et comme S au carré moins S moins 1, je vais évaluer son delta. Delta, il est strictement positif. Donc, j'ai une racine double. Et je peux calculer mes racines en utilisant la formule moins B moins la racine de delta sur 2A. Et la racine 2, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Et je rappelle que delta n'est rien d'autre que b au carré moins 4ac. Donc, j'aurai comme solution S égale à 1 plus ou moins la racine de 5 sur 2. Il conduit alors à Fn égale à une constante que multiplier 1 plus la racine de 5 sur 2 à la puissance n, plus une constante que multiplier 1 moins la racine de 5 sur 2 à la puissance n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en posant Fn égale à S à la puissance n, je viens de trouver que S est une solution de l'équation S au carré moins S moins 1 égale à 0. Je viens de trouver les racines de mes solutions. Donc, je peux dire que mon Fn n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire entre la première solution, 1 plus la racine de 5 sur 2, à la puissance n, plus B fois la deuxième solution de mon équation de second ordre, qui est 1 moins la racine de 5 sur 2 à la puissance n. Donc, il suffit que je détermine A et B par les conditions initiales qui sont f de 0 égale à f de 1 égale à 1.
Donc, par définition, f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 1, je peux, grâce à f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 1, et d'après ce qui précède, c'est-à-dire que fn est une combinaison linéaire de 1 plus la racine de 5 sur 2 à la puissance n plus b fois 1 moins la racine de 5 sur 2 à la puissance n, j'aurai à remplacer pour le cas n égale à 0, j'aurai une équation à deux inconnus qui est égale à 1, est égale à 0, et ensuite que l'équation, la deuxième équation pour n égale à 1, je vais remplacer n égale à 1 et j'aurai une autre équation. Je tombe sur un système à deux équations et à deux inconnus que je sais résoudre et je vais obtenir les valeurs de A et B. On obtient, par la résolution de ce système d'équations à de deux équations à deux inconnus, on obtient que A, c'est 1 sur la racine de 5 et B, c'est moins 1 sur la racine de 5. Donc Fn, il s'écrit bien sous la forme de 1 sur la racine de 5, 1 plus la racine de 5 sur 2 à la puissance n, moins 1 moins la racine de 5 sur 2 à la puissance n. Donc on voit très bien qu'on peut trouver le lien de Fn en fonction seulement de n. Et là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'outil en fait, l'étape de recherche de racine d'une équation caractéristique associée à ma suite récurrente d'ordre moins 1. Une proposition 2 s'impose, c'est d'essayer de voir est-ce que entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, son premier entre eux, c'est-à-dire pour tout n donné, Fn et Fn plus 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que le plus grand diviseur commun de Fn et Fn plus 1 est égal à 1. Donc, ils sont relativement premiers, donc ils sont premiers entre eux. OK? Donc, je vais passer à une démonstration de cette proposition. Admettons que deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci admettent un diviseur commun D. OK? Donc, je vais faire l'hypothèse que deux termes de la suite f de Fibonacci Fn et Fn plus 1 admet comme diviseur commun un D qu'on va noter ici par D. Et on va voir quelle est sa valeur. OK? Alors, par la relation de double récurrence de la suite, j'aurai le terme précédent admet aussi D pour diviseur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je suppose que Fn et Fn plus 1 admet un même diviseur commun D, comme Fn est égal à Fn plus 2 est égal à Fn plus Fn plus 1. Je viens de dire que D est un diviseur à la fois de Fn et de Fn plus 1. Donc, il s'agit là que Fn plus 2 est égal à une constante fois D. Donc, ça veut dire que D lui-même est un diviseur de Fn plus 2. Et ça, il est lié au fait de la double récurrence que j'ai sur le calcul du terme Fn plus 2 qui se calcule en fonction de Fn et de Fn plus 1. Donc, si je suppose que Fn plus 2 égale à Fn plus Fn plus 1, et si j'ai un diviseur de Fn et un diviseur de Fn plus 1, donc un diviseur commun à Fn et Fn plus 1, donc elle est aussi un diviseur de celui de Fn plus 2. OK? Donc, je peux dire que Fn plus 1 par la double récurrence est égal à Fn plus Fn moins 1. Donc, comme D est un diviseur de Fn plus 1 et de Fn, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Fn plus 1, il s'écrit comme étant D fois A, et Fn, il s'écrit comme étant D fois B, parce que par hypothèse, j'ai dit que D est un diviseur de Fn et de Fn plus 1, plus Fn moins 1 qui reste intact. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer cette quantité D fois B de l'autre côté, c'est-à-dire en retranchant moins D fois B de part et d'autre. J'aurai Fn moins 1 est égal à dA moins dB, donc ça veut dire qu'il est égal à D fois A moins B. Et rappelez-vous que un nombre est diviseur d'un autre, c'est seulement s'il existe un entier tel que ce nombre est égal à K fois D. Or, A et B, ce sont des entiers, donc leur différence, ça reste un entier. Donc, il s'agit là que D est aussi un diviseur de Fn moins 1. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Si j'ai D, un diviseur de Fn plus 1 et un diviseur de Fn, elle est aussi pour Fn moins 1. OK? En réitérant cette opération,
on démontre que tous les termes précédents sont divisibles par D. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sommes partis que D est un diviseur de Fn plus 1 et de Fn. On vient de démontrer qu'il est aussi un diviseur de Fn moins 1. Donc, il devient un diviseur de Fn et de Fn moins 1 par le même processus. Puisqu'il s'agit d'un diviseur de Fn et de Fn moins 1, je peux écrire Fn en fonction de Fn moins 1 et de Fn moins 2. Je vais trouver qu'il s'agit là d'un diviseur aussi de Fn moins 2. De la même opération, je vais écrire Fn-2 comme étant Fn-3 comme étant Fn-2 plus Fn-1. Donc, je vais tomber encore de nouveau sur un diviseur commun de Fn-2 et de Fn-1. Donc, il sera un diviseur de Fn-3. Donc, en remontant comme ça, on va trouver que le diviseur de D est aussi diviseur de tous les termes qui les précèdent. En particulier, on va remonter jusqu'à la valeur n égale à 2, puisque je peux toujours remonter. Je suis parti de D diviseur de Fn plus 1, Fn. Je trouve qu'il est aussi diviseur de Fn moins 1. En remontant jusqu'à la valeur F2 égale à 1, je vais montrer que D est aussi diviseur de F2. Or, 1 n'est divisible que par lui-même. Donc, D n'est rien d'autre que 1. OK? Donc, conclusion à ça, j'ai choisi un n tel que Fn et Fn plus 1 admettent comme diviseur commun un D, et j'ai démontré que grâce à la double récurrence de la formule de la suite de Fibonacci, j'ai réussi à démontrer qu'il est aussi un diviseur de tous les termes précédents. En particulier pour celui de F2, et comme F2 égale à 1, le seul diviseur de 1, c'est lui-même, donc D ne peut être que 1. Et comme ça, j'ai réussi à démontrer que le plus grand diviseur, que chaque diviseur de Fn et de Fn plus 1 ne peut être que le diviseur 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc, la proposition 2 est démontrée. Maintenant, on va donner une proposition 3. Il s'agit de montrer que Fp, s'il divise Fn, alors, si seulement c'est P divise N. Autrement dit, quand est-ce que j'ai le droit de dire que Fp divise Fn? C'est lorsque l'indice de Fp, c'est-à-dire P divise N. Ah, donc, ce qu'on peut dire, que de démontrer cette proposition 3, si Fp divise Fn, alors P divise N. Donc, par double implication, c'est-à-dire si P divise N, on doit montrer que Fp divise Fn, et si je fais l'hypothèse que Fp divise Fn, je dois montrer que P divise N. Démonstration, donc l'implication, je vais faire l'hypothèse que P divise N, et je vais essayer de montrer ce que Fp divise Fn. Fp divise Fn, il suffit qu'il existe une constante, il existe un entier K tel que Fn égale à K fois Fp, et le résultat est démontré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a par hypothèse P divise N, donc P est plus petit strictement que N. Et N égale à K fois P, ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'existence d'un entier tel que N n'est rien d'autre que K fois P. D'après la formule utile que je vais écrire tout à l'heure, qui se traduit par le fait pour tout N et P donné, Fn, je peux la réécrire sous forme de Fp, Fn moins P plus 1, Fp moins 1 et Fn moins P. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Pour chaque Np, P inférieur strictement à N, je peux dire que Fn égale à Fp plus fois Fn moins P plus 1, plus Fp moins 1 fois Fn moins P. Donc, pour tout entier naturel Np, non nul, tel que P est inférieur ou égal à N, je peux dire que Fn est égal à F fois Kp. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que P divise N. Donc, j'ai le droit de dire que Fn, je fais que remplacer N par sa valeur, du fait que par hypothèse, j'ai P qui divise N. Et je vais utiliser à ce P, puisque P divise N, P est plus petit ou égal à N, je peux utiliser ma formule, l'égalité qui est là. Donc, je peux dire que Fkp est égal à F de P, Fp fois F de K moins 1 de P plus 1, plus Fp moins 1, multiplié par Fk moins 1, multiplié par
fk-1 multiplié par p. Donc je peux dire que fn que je veux montrer que est un multiple de fp, il se trouve égal à fkp, donc la première égalité reste intacte. F de p, c'est la même chose. Et là, je vais remplacer fk-1 fois p plus 1, donc reste intact, plus fp-1, plus fk-1 fois p. Qu'est-ce que je vais faire? De nouveau, je vais réutiliser mon égalité là pour le terme fk-1 fois p. Donc, il se traduit par f de p fois f de k-2 fois p plus 1, plus f de p-1 fois f de k-2 multiplié par p. Donc, je viens à travers l'égalité fn, à travers le fait que p divise n, et à partir de cette égalité, j'ai utilisé une seule fois cette égalité, et ensuite je l'ai utilisée pour le deuxième terme fk-1 fois p. OK? Et ainsi de suite, on réitère cette formule utile que je viens de présenter, la même opération jusqu'au dernier terme qui est fk-a fois p. Jusqu'à obtenir, donc on va remplacer fk-1 fois p par la formule utile jusqu'à obtenir f de p. D'accord? Dans ma formule, j'obtiens f de p, c'est-à-dire f de n. Je vais trouver que f de n est égal à une fonction de f de p. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens de démontrer que si p divise n, grâce à la formule utile, je viens de montrer que fn n'est rien d'autre qu'une constante que multiplier f de p, qui revient à dire que f de p divise f de n. Maintenant, c'est l'implication directe qui consiste à supposer que fp divise fn, et qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de montrer qu'on a p qui divise n. OK? Donc, par hypothèse, on va supposer que fp divise fn, montrant que p divise n. Rappelons, là encore, une égalité importante. F de a plus p n'est rien d'autre que fp fois f de a plus f indexé par p moins a fois f indexé par a. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, grâce à cette égalité-là, que le plus grand diviseur commun de fa plus p et f de a, c'est le plus grand diviseur commun de f indexé par a et f indexé par p. Donc, je cherche à trouver le plus grand diviseur commun de fa, f de a plus p. D'après cette égalité-là, il s'agit là du plus grand diviseur et c'est le même que celui de fa, fp. OK? D'autre part, si je fais la division de n par p, je vais trouver l'existence de l'unicité d'un couple QR. Q, c'est le quotient de la division de n par p. Et R, rappelez-vous que c'est le reste de la division de n par p. Et on a dit qu'on a déjà démontré sur la leçon qui a été consacrée à l'algorithme de division que pour n et p donnés, je peux toujours trouver le couple QR tel que n égale à p fois q plus r. Donc, p divise n, et puisque p divise n, ça veut dire quoi? Le reste est nul. Donc, r est nul. Comme r est nul, ça veut dire que a est égal à r et b égale à p fois q. Donc, si je prends a égale à r et b égale à p fois q, j'aurai la somme a plus b n'est rien d'autre que r plus pq. Donc, a plus b n'est rien d'autre que r plus pq. Et d'après cette égalité-là, la somme entre a plus b devient le nombre n qu'on a choisi au départ. Donc, d'après, de nouveau, la formule utile, je peux dire que le plus grand diviseur commun de fn et fp n'est rien d'autre que le plus grand diviseur entre fr et f fois pq. Or, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que fp divise fn. fp divise fn, donc le plus grand diviseur commun de fn et fp n'est rien d'autre que fp. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le plus grand diviseur de fn et fp, c'est fp, ce qui se traduit par le plus grand diviseur de fr et f de p fois q n'est rien d'autre que fp. Ce qui implique que r est plus petit strictement que
fp et fp divise fr. Donc, je vais essayer maintenant de... Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que si fp divise fn, et p fait strictement, en fait, pour tout np donné, si fp divise fn, alors, nécessairement, p divise n. Et si p divise n, alors on a fp divise fn. Autrement dit, quand on aura besoin de vérifier ce que le terme d'une suite divise un autre, il suffit de voir est-ce que l'indice de ce terme divise l'indice du terme correspond au deuxième terme. Maintenant, je vais parler d'une autre démonstration pour chercher fn en fonction seulement de n. Il s'agit d'utiliser la théorie de l'algèbre linéaire. C'est ce qu'on appelle application linéaire sur des vecteurs. Donc, je vais voir un petit peu comment on va utiliser cette théorie d'algèbre linéaire pour calculer fn en fonction seulement de n, ou bien de trouver le lien avec le nombre d'or qu'on a défini au départ. OK? Donc, on a pour tout n supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, fn plus 2 égale à fn plus 1 plus fn, et fn plus 1 égale à fn plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire mon terme de ma suite f, n plus 2 est égal à f de n plus 1 plus f de n, et f de n plus 1 est égal à lui-même, donc c'est fn plus 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire un vecteur, le vecteur que je pourrais noter par u est égal à fn, donc un vecteur noté par n, un égale à fn plus 1 fn. Et je vais essayer de voir comment, à partir de ces deux équations au départ, fn plus 2 égale à fn plus 1 plus fn, et fn plus 1 égale à fn plus 1. Je vais réécrire ces deux équations sous forme algébrique. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai fn plus 1, donc j'aurai le terme u n plus 1, n'est rien d'autre qu'une matrice appliquée à u de n, où cette matrice, la première ligne c'est 1, 1, la deuxième ligne c'est 1, 0. OK? Et ça, c'est grâce, à partir de mon système d'équations algébriques, je peux réécrire en imposant ce changement de variable, c'est-à-dire de prendre les deux termes consécutifs pour constituer un vecteur et de faire l'écriture matricielle. Donc, je peux écrire sous forme matricielle ces deux équations. Donc, sous cette forme, c'est-à-dire que fn plus 2, fn, c'est-à-dire que j'ai noté un plus 1, ce vecteur n'est rien d'autre qu'une matrice qui est appliquée à un autre vecteur, celui de l'étape d'avant, c'est-à-dire fn plus 1, fn. Et rappelez-vous que l'écriture matricielle, j'ai une matrice A appliquée à un vecteur donné, donc je prends une matrice A11, A12, A21, A22. Lorsqu'il agit sur un vecteur x1, x2, il donnera naissance à un autre vecteur dont ses composants sont les suivants. Donc j'aurai A11 multiplié par x1 plus A12 multiplié par x2 est égal à mon vecteur y1, et la deuxième composante de mon vecteur n'est rien d'autre que A21 multiplié par x1 plus A22 multiplié par x2 égale à y2. Donc, l'écriture de produit matrice par vecteur. Donc, elle donnera naissance à un vecteur dont les composantes c'est y1 et y2. Donc, ce que je pourrais dire que à travers le produit matrice fois vecteur, je peux retrouver mon équation mon système d'équations fn plus 2 fn est égal à fn plus 1 plus fn. Donc, en faisant
ce que je vais faire, je viens de faire comme rappel de produit de matrice vecteur. Donc Fn plus 2, elle est égale à 1 fois Fn plus 1 plus Fn. Et Fn n'est rien d'autre que 1 fois Fn plus 1 plus 0 fois Fn. Donc on aura Fn plus 1 égale à lui-même. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire cette écriture matricielle une deuxième fois. C'est-à-dire, je fais que remplacer, en fait, je remplace Fn plus 1 Fn par l'écriture matricielle. Donc j'aurai, c'est la matrice 1, 1, 1, 0, que multiplier Fn fois Fn moins 1. OK? Donc une matrice fois elle-même, donc c'est la matrice au carré, que multiplier Fn fois Fn moins 1. Et je vais encore une fois remplacer Fn, Fn moins 1, ce vecteur, par les critères matriciels. Donc j'aurai une matrice qui agit, la même matrice 1, 1, 1, 0, que multiplier le dernier vecteur qui est F1, F0. Donc je peux écrire, en partant de mes deux équations qui sont définies par les termes de Fibonacci consécutifs, je peux déterminer le comportement de mon vecteur en fonction d'une puissance de ma matrice que multiplier le premier vecteur F1, F0. OK? Donc, notons qu'il suffit de calculer la puissance de la matrice M qui est 1, 1, 1, 0. Donc, je reviens ici pour expliquer que j'ai obtenu que Fn plus 2 fois ici Fn plus 1, deux termes consécutifs. Il s'agit là de la matrice 1, 1, 1, 0 à la puissance n fois le vecteur F1, F0. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir est-ce que ma matrice M que je viens de poser égale à 1, 1, 1, 0. Cette matrice M elle sera une matrice diagonalisable que revient à dire quoi? Qu'il existe une matrice B inversible. Ça veut dire quoi inversible? Tout simplement, il existe une matrice notée P-1 telle que le produit de P et P-1 égale à la matrice identité, c'est-à-dire partout nul sauf sur la diagonale principale où les éléments sont tous égaux à 1. Donc égale à la matrice identité. Il s'agit de voir que ma matrice M, je peux la rendre diagonalisable, c'est-à-dire qu'il va exister une matrice D telle que P, il va exister une matrice P telle que P fois une matrice diagonale appliquée à P-1 n'est rien d'autre que la matrice M. Où D, c'est une matrice diagonale, c'est-à-dire il a le comportement suivant. C'est-à-dire ici, ici, c'est 0, et ça, ici, ici, ce sont des éléments non nuls. Et grâce à quoi je peux montrer qu'ils sont diagonalisables, je peux lui associer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique associé, donc qui est x au carré moins x moins 1. Le polynôme caractéristique, je peux trouver qu'il est x au carré moins x moins 1. C'est le déterminant de ma matrice A moins I fois D. Donc je peux x, c'est la matrice M moins x fois I. Donc j'aurai x au carré moins x moins 1. Je calcule le racine du polynôme caractéristique associé à ma matrice. J'aurai les racines qui sont le nombre d'or f et moins 1 sur f. Donc f, c'est quoi le nombre d'or? Rappelez-vous que c'était 1 plus la racine de 5 sur 2. Comme racine de mon polynôme caractéristique x au carré moins x moins 1. Et les vecteurs propres associés, c'est psi et 1, c'est-à-dire psi, ça c'est une notation pour dire le nombre d'or. Moins 1 sur le nombre d'or et 1, comme vecteur propre. Je rappelle qu'un vecteur propre d'une matrice, c'est l'existence d'une valeur propre lambda, telle que la matrice, lorsqu'il agit sur ce vecteur i, égale à lambda fois i. Donc, posons P, c'est la matrice de passage, en fait, ce que je viens de dire, qu'il existe un P tel que ma matrice de départ, lorsque je vais agir par P à gauche et P-1 à droite, je tombe sur, en fait, une matrice M, je peux l'écrire comme étant P, cette matrice-là, agit sur cette matrice diagonale P-1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'utiliser la notion algébrique pour essayer de, en partant de l'équation de la forme récurrence de deux termes consécutifs de ma suite de Fibonacci, je suis capable de les réécrire sous forme d'une matrice
d'une matrice et je peux dire que le n plus 1e terme n'est rien d'autre qu'une matrice qui agit sur le nème terme et je vais faire le puissance éthérée de m. J'ai diagonalisé ma matrice et je peux calculer en fait le comportement de Fn en fonction seulement de n. Donc pour ceux qui désirent un petit peu des compléments de cours et avoir quelques exercices sur la notion de suite de Fibonacci, n'hésitez pas de consulter le site web Net2Know en cliquant sur MedNetU et merci.